Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation, débattre des questions importantes de la République démocratique du Congo, en particulier en général, de l'Afrique, de l'humain, mais aussi surtout de l'identité africaine. C'est des questions que nous évoquons sur ce plateau et nous osons croire que de ces débats contradictoires pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes. Une pensée du jour, comme d'habitude. Allez, j'ai observé hier quelqu'un et j'ai eu une pensée qui me demande de vous partager aujourd'hui, ce matin. Vous qui nous suivez sur YouTube, Peter Tiani, RDC TV, Perfect Télévision, bientôt New Look, avec d'autres nouveaux programmes sur Nyota Télévision. Allez, apprenons à dire merci pour ce que nous sommes et ce que nous avons, parce qu'en fait, nous nous levons le matin, nous allons mieux, nous avons toujours l'impression qu'il y a toujours un ça ne va pas. Pendant que dans les hôpitaux, il y a des gens qui demandent à avoir une bonne vie, une vie saine, nous ne nous voyons pas. Or, nous oublions que nous négligeons toujours ce que nous avons. Nous avions eu hier de rêves qui aujourd'hui sont réalisés, mais aujourd'hui nous avons d'autres rêves pour demain. Comme les rêves de demain ne sont pas encore accomplis aujourd'hui, nous oublions que là où nous sommes aujourd'hui est une réalisation de rêves que nous avions eu hier. Et donc nous sommes dans l'incapacité de jouir du temps présent, de dire merci à Dieu de ce que nous sommes, de ce que nous avons par rapport à ce que nous étions hier. Et hélas, nous oublions et nous restons dans l'empathie, dans la souffrance. Et nous ne savons jouir du présent. Mais si nous nous regardons 5 ans, 10 ans, 15 ans avant, peut-être qu'il y a beaucoup de choses que nous avions atteintes aujourd'hui, que nous rêvions hier. Peut-être que notre vie aujourd'hui était un rêve pour les autres. Apprenons à dire merci au Seigneur et à jouir de la vie du présent tout en ayant l'avenir en vue. Allez, nous allons réfléchir sur des questions d'actualité. Quel est le profil pour le dirigeant congolais? Quel est le profil pour un Premier ministre pour répondre aux besoins de la population? Le profil pour les dirigeants dans les provinces, des gouverneurs? Quel profil pour l'homme congolais pour que le Congo change? Nous avons un problème d'hommes. Alors que faut-il? Parce que le texte, nous en avons assez. Nous réfléchissons aujourd'hui. Notre démocratie pose-t-elle problème ou pas? Est-ce que c'est la démocratie qui pose problème? Est-ce que c'est la Constitution qui pose problème? Ou est-ce que c'est nous? Pourquoi ne pas réfléchir sur ces questions aujourd'hui? Comment changer cet homme? Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ça fait buzz à faire 15 000 francs. Mais il ne s'agit pas de l'identité de l'homme congolais qui aujourd'hui n'est pas en mesure d'éduquer sa fille, son fils. Il ne s'agit pas de l'identité de cette fille ou de ce garçon qui, dans les réseaux sociaux, au lieu d'apprendre ce qui est utile, les réseaux sociaux sont devenus des lieux aujourd'hui de débauche où nos jeunes filles se livrent à des choses, surtout sur TikTok, qui laissent à désirer. Et pourtant, ça pouvait être un endroit d'apprendre davantage, comme en Chine, malheureusement. Alors, réfléchir sur toutes ces questions, parce que si tu veux détruire une nation, détruire le système éducatif, c'est toute une génération qui part en pâture. Nous, on se veut cette génération qui peut changer les choses. Et on estime que ce qu'on va dire pourrait toucher peut-être 1 ou 2 personnes, même si nous ne changeons pas les choses, eux pourront faire quelque chose de plus nécessaire. Déjà des invités sur ce plateau. Le premier à ma droite, Albert Moleka Nzoko. Bonjour, bienvenue. Bonjour Peter. Le très pondéré, ça va? Ça va et vous? Ça va bien? On était en train de parler tout à l'heure des moments vécus, passés ensemble, oui. Où la prestation de serment du Sphinx, Étienne Tshisekedi, l'épopée de Ndolo jusqu'à à l'aéroport, non, des moments. Ne faites pas de fausse modestie, dites clairement que je vous ai dit, à Peter, vous étiez un véritable combattant de l'UDPS. Terrible, hein? Terrible, hein? Des moments, hein? Où quand Tshisekedi est là, vous devez prendre les images. Ça peut tirer de là où ça peut tirer. Quand Nyama peut faire ce qu'il veut faire, on va filmer quand il s'agit de Tshisekedi. Et quand Étienne Tshisekedi voit seulement la caméra, il va nous jouer des scènes. Lacrymogène et côte à Ezoaza. Il vous dit toujours une chose, chassez la peur, soyez courageux mes fils, ce pays va changer. Quand vous entendez ça dans la tête, donc pour vous, mais non, c'est des moments. Norbert Yamba, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour Peter. Vous allez bien? Oui, ça va. Félicitations, je vous ai vu tout récemment remettre des jeeps aux officiers. Oui, il faut redorer la fonction.
Très bien. Ce sont des généraux de la République. Et ils vont demander à la loi qu'ils puissent être vêtis quand même certains attributs du pouvoir. Et ces attributs, ils reposent naturellement sur le matériel qu'on peut mettre à leur disposition. Et cette fois-là, c'était les jeeps de fonction. Et j'ai eu la responsabilité de pouvoir faire le dispatching à l'absence de mon ministre. Très bien. Allez, des généraux, oui. Il y a aussi un général qui a manqué, une jeep, qui est avec vous sur ce plateau, dont je suis de la presse. Bon, je pensais que vous auriez plaidé pour que j'ai aussi une jeep. Non, même, c'est pas tous les généraux, en fait, mais on y va graduellement. Un général de la presse qui est avec vous sur ce plateau, je suis. Je peux aussi bénéficier d'une Il jeep. faut vous référer au ministre de la Communication pour monter un programme ou un projet qui correspondrait véritablement à revêtir ou à reconnaître les amis de la presse. J'étais en train d'entendre l'histoire que nous avons vécue ensemble sous le leadership d'Albert Mouleka lorsqu'on était avec Étienne. Il était DIRCAV à l'époque. Hein. Oui. Et nous étions les conseillers et on a appris comment rejeter la paire et consolider l'engagement et la détermination pour que le pays fonctionne autrement. Et ça nous a marqué et ça constitue pour nous un tribunal de conscience. Chaque fois qu'on veut poser un acte, on se dit, est-ce que c'est conforme ou c'est pas conforme? Et quand on s'en réfère, on se dit, voilà, on restera des hommes et des femmes qui se sont bâtis et qui pourront marquer pour l'éternité. Très bien. Un jour, au niveau de Triomphal, Étienne Tshisekedi, je pense le jour du meeting de Kojo. Alors moi, j'étais en bas, je voulais monter, des gardes étaient en train de m'embêter. Et je vois Tshisekedi regarder, parce qu'il avait du charisme, ce monsieur. Il regardait les gardes et il a fait ça. À la seconde, j'étais sur le podium, cet homme d'heureuse mémoire, Sphinx. Bon, c'est des gens qui viennent après un demi ou un siècle. Hein. Nous les appelons les divinités. Et ces divinités auront une vie éternelle parce qu'ils auront servi les intérêts généraux, les intérêts communautaires. Quand vous êtes un homme et une femme qui n'a que vocation que de servir l'intérêt général, tel que vous vous battez à longueur de journée. Et donc, dans le village des ancêtres, vous serez une divinité qui va faire des migrations, des réincarnations. De temps en temps, vous venez et vous vous incarnez à telle ou telle personne, etc. Parce qu'effectivement, vous avez mérité le paradis. Très bien. Où sont des petits Tshisekedi dans les gouvernements, des petits Tshisekedi à l'Assemblée nationale, des petits Tshisekedi à la presse, des petits Tshisekedi dans tout le domaine? N'y a-t-il pas une partie du Tshisekedi en nous, de cet homme qui se sera battu, qui a refusé la corruption? N'y a-t-il pas une partie de valeur prônée par Tshisekedi Étienne en nous, dans tout ce que nous faisons, chacun dans sa part de responsabilité? N'y en a-t-il plus? C'est des questions que je me pose deux fois. Je me dis, mais il y a Chichi, Bimela Biswata Nambutu. Il y a le Premier ministre, Wazoui Babouedo, Lokela Biswata Bandoki. Parenthèse fermée. Un petit commentaire? Oui, simplement, comme on parle de Étienne Tshisekedi, ce qui le caractérisait aussi, c'est le respect qu'il inspirait même à ses adversaires. Je pense qu'il y a encore plusieurs hautes autorités du régime que nous avions combattu à l'époque, en l'occurrence le régime de Joseph Kabila, qui peuvent témoigner encore, mais moi personnellement je peux témoigner que tout service que j'ai demandé au niveau de l'État, au niveau des autorités, en sa faveur, il n'y a aucun service qui n'a été refusé. Tout était accordé avec respect. Ce n'était pas de la peur. Les gens n'avaient pas peur de lui, mais les gens le respectaient et respectaient sa lutte. C'est ainsi que j'apprécie le terme divinité que Norbert utilise, bien que ça puisse être interprété par certaines personnes d'une manière péjorative. Divinité entre guillemets. Divinité entre guillemets, divinité minuscule, mais c'est-à-dire une personne d'une certaine hauteur morale, psychologique, et qui inspire toute une communauté, toute une nation et plusieurs générations. Et je veux dire que bon, la génération de Tshisekedi a eu plusieurs
personnalités comme ça, comme les Mobutu, les Lumumba, les Kasavubu, qui jusqu'aujourd'hui continuent à inspirer des générations. Très bien. Les minutes qui suivent, nous allons avoir une vidéo qui cadre avec notre sujet. Ce sera le professeur Mbata qui parle de la Constitution. Question d'ouverture. 1960, aujourd'hui, 64 ans après, Albert Moleka, on constate qu'il y a un problème d'homme. Nous nous sommes battus pour chasser Mobutu. On a dit que Mobutu était le mal. Le problème du Congo, du Zaïre, c'est Mobutu. Mobutu est parti, Laurent Désiré Kabila est venu. On l'a tué, Joseph Kabila est venu. Alors celui-là, on verra de toutes les couleurs. Nous avons été au front pour combattre Joseph Kabila. On pensait que le départ de Kabila changerait des choses. Mais Kabila est parti. Dieu merci, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et Dieu merci, pour moi, sur ce plateau, j'ai deux invités qui sont dedans, qui se sont battus avec le Sphinx. Comment expliquer qu'aujourd'hui, 6e année de la gestion Tshisekedi, après 18 ans de la gestion Kabila, la situation du Congolais ne change pas. La corruption a élu domicile dans la vie du Congolais. Le politique congolais, quand il est dans l'opposition, il a de belles phrases. Quand il est au pouvoir, vous n'arrivez plus à les reconnaître. Vous posez la question, c'est toujours la personne autre, vous avez lobby ou pas. Même les serviteurs de Dieu, entre guillemets, pasteurs, il est d'un camp tout comme de l'autre. Quand c'est Kabila qui est au pouvoir, c'est des paroles, des prophéties même au nom de Kabila. Quand c'est Tshisekedi qui est au pouvoir, c'est des prophéties même au nom de Tshisekedi. Même les journalistes, dans notre traitement, nous tous, nous sommes d'un camp tout comme d'un autre. Ça veut dire que l'identité de l'homme congolais aujourd'hui pose problème. Il s'agit de quoi? Comment remédier à cette question? Aujourd'hui, nous sommes la risée du monde. J'étais pas plus tard qu'hier nous montrer ce qui est fait en Côte d'Ivoire en quelques années. Ce qui est fait ici au Rwanda en quelques années. Même au Congo, Brazza, quelques avancées. En Angola, n'en parlons pas. L'homme congolais, c'est quoi le problème, Albert Moleka? Peter, je dois avouer que ces derniers temps, je consacre la grande partie de mes réflexions, tout d'abord, même pas à essayer de définir c'est quoi le Congolais, mais le Congo d'aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque nous parlons de la RDC, nous parlons de quoi territorialement? Nous parlons de quoi en termes de nation? De quoi parlons-nous? En termes d'État, de quoi parlons-nous? Parce qu'un pays, pour exister, vous devez quand même réunir la plupart des critères qui constituent le pays, le territoire, qui constituent l'État, qui constituent la nation. Et tout cela tourne autour, bien sûr, des hommes, des individus, que ce soit la population, que ce soit les individus, les personnes qui exercent des fonctions d'autorité. Mais j'arrive toujours à la même conclusion, c'est que nous sommes obligés de prendre nos responsabilités pour redéfinir et reconstruire l'être congolais, qui ne doit pas être simple. Je vais reprendre un peu un terme que le maréchal avait utilisé à l'époque quand il essaie de définir la politique de recours à l'authenticité. Nous ne devons pas être des copies certifiées conformes du monde occidental. Quoi. Nous avons une histoire très riche, mais que nous devons nous-mêmes faire des recherches pour connaître cette histoire afin que nous puissions voir d'où vient ce pays, parce que si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez pas où vous devez aller. Et redéfinir l'être congolais. Vous savez, un moment, même à l'étranger, on reconnaissait le Congolais soit par son accoutrement, à l'époque de la Bacchus, vous savez, ah, ça c'est les Zaïrois, à travers la musique, à travers aussi leur chef,
Mais aujourd'hui, en quoi peut-on reconnaître un Congolais? Comment le Congolais peut lui-même se définir? Comment pouvons-nous d'abord définir le Congo en lui-même? Puisque nous allons parler de différentes choses, que ce soit le portrait d'un Premier ministre, que ce soit des problèmes de révision de constitution ou changement de constitution. Et moi, je me dis, bon, tout ça, c'est bien, mais c'est pour diriger ou gérer quel Congo? Aujourd'hui, nous parlons de la RDC, mais parlons-nous de la RDC de 2 300 et quelques mille kilomètres carrés ou une DRC de 1 million et quelques centaines de mille de kilomètres carrés? Aujourd'hui, nous parlons des Congolais, mais nous parlons de quels Congolais, puisqu'aujourd'hui, nous sommes de nouveau très tribalisés. Les Kassayens deviennent des émigrés au Katanga. Terrible, propos de CG Kabouya. Alors, on se dit, mais on parle maintenant de quel Congolais? Est-ce qu'il existe encore un Congolais? Vous avez été choqué par le propos d'Augustin Kabouya? Pas choqué, mais très déçu. Très déçu parce que... Mais les Kassayens sont des immigrés, non? Ils sont des immigrés qui sont venus au Katanga, mais qui veulent prendre des décisions à la place de Katangais. Je connais Augustin Kabouya. Je sais parfois que de son caractère, les paroles peuvent sortir très vite et dépasser même la pensée, mais les paroles qu'il a prononcées auront des conséquences. C'est ça mon problème. C'est ça mon souci, c'est que ce sont des paroles qui auront des conséquences sur des années. Comment ça? Qui auront des conséquences sur des années. Il faut simplement regarder les réactions de certains Kassayens. On a vu du côté Katanga, beaucoup de Kassayens sont choqués. Et le disent clairement. Et ça risque d'avoir des conséquences pendant des années, des conséquences sur, bien sûr, que ce soit les relations. Mais est-ce qu'il a menti? Est-ce que quelquefois la vérité qui blesse n'est-elle pas importante d'être dite? On dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais moi je dis, vous pouvez dire toute vérité, mais... Il a dit que vous travaillez à la SNCC, vous travaillez à la GECAMINE, vos parents, mais vous n'êtes pas des Katangais, vous êtes des Kassayens. Vous pouvez dire toutes les vérités. Vous avez quitté vos villages, vous avez dit que vous avez pris la sorcellerie. Mais sans tout autant blesser. Vous savez, ce qui est mauvais, c'est de blesser la personne ou d'humilier la personne. Et ça, surtout en politique, c'est très important. Évitez d'humilier quelqu'un, surtout d'humilier votre adversaire. Parce qu'il y a toujours un demain. Okay. Il y a toujours un demain. Quand on dit lingala moki les alimbanga taba, les lots taba lingambo lobi akolia ngambo. Mais en ce qui concerne d'abord écoutez, vous savez que le problème, le dossier kassayen au Kassai, c'est un dossier qui est toujours très sensible et que malheureusement dans notre histoire récente, c'est-à-dire depuis l'indépendance, il y a eu des épisodes très malheureux que nous regrettons tous, de violence entre certaines communautés là-bas et dont les Kassayens ont été les principales victimes. Mais ces paroles sortant du secrétaire général de l'UDPS, c'est-à-dire d'un parti qui est, et ça c'est historique, qui est de forte consonance kassayenne, ne sont pas les bienvenus d'une manière, dans un contexte historique ou dans un contexte politique. C'est pour ça que je dis, de quel Congo nous parlons? Okay. De quel Congo nous parlons? Quel Congo nous dirigeons? Quel Congo nous voulons développer? Si vous regardez bien la plupart des pays africains qui aujourd'hui sont respectés, ce sont des pays qui d'abord ont réussi à se connecter avec leur histoire, à se connecter avec leur... Nous, on est déphasés avec notre histoire. Nous n'avons pas d'histoire. Putain, je pose encore le problème sur la table ici. Montrez-moi le livre d'histoire que nous enseignons aux élèves congolais. Il n'existe pas.
Nous n'avons pas d'histoire, nous sommes complètement déracinés. Alors, je vais prendre Norbert Mayamba. Albert Mouleka, le problème alors, c'est quel Congolais? Non seulement l'histoire, c'est mais l'autorité. tu as aussi la réalité des principes. Appelle ça principe, appelle ça coutume. Nos coutumes ancestrales ont été combattues par ce qui a été qualifié d'évangélisation durant la colonisation, alors que ce n'était pas l'évangélisation, c'était simplement une acculturation de population, c'est-à-dire vous les déracinez, vous les coupez de leurs racines naturelles, de leurs principes, de leurs coutumes, puisque l'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle du roi, de la venue du roi, des rois, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec le déracinement des gens. Jésus lui-même était juif, il a vécu sa vie avec des coutumes juives, et il est venu annoncer une nouvelle alliance, où les gens ne seraient plus soumis, à certaines coutumes, mais garderaient leur Notre identité. problème, c'est la population qui a un problème, c'est les autorités qui ont un problème, ou c'est l'homme politique qui est un problème. Ça veut dire, je m'explique, l'autorité qui devrait faire des choses bonnes pour le peuple, celui qui a crié hier à l'opposition, que Mobutu était le mal. Mais ils sont venus avec Kabila, ils ont fait pire que Mobutu. On a crié que Kabila était le mal. Ils sont venus avec Félix Tshisekedi, ils ont fait pire. Oui, mais Peter, où c'est ce peuple qui ne sait pas revendiquer, qui sait tout observer et qui sait ne pas... Voilà. Est-ce que le problème, c'est pas à tous les niveaux là? Le problème est à tous les niveaux. Quand vous mentionnez l'autorité qui a dit, bon, Mobutu est l'incarnation du mal congolais, tout le problème du Zaïre et du Congo, c'est Mobutu, et vous entendez encore maintenant, certains essaient de se dédouaner de leur responsabilité en disant, ah, cette histoire, c'est Mobutu qui a créé ça, tout ça. La question que vous devez vous poser, mais cette autorité-là, lui, quelle est sa conception du pouvoir ou de l'exercice du pouvoir? Et en fin de compte, vous vous rendrez à l'évidence que depuis que Mobutu est parti, nous voyons que toutes les autorités là, qui lui ont succédé ont tendance à nous montrer que, en fait, Mobutu était leur idole. Le modèle était Mobutu. Leur modèle intrinsèque, c'était Mobutu. On imite la stature de Mobutu, un peu ses attitudes, là, vous vous souvenez, Mobutu. On confond le pouvoir avec l'autoritarisme. Avoir le pouvoir, ça ne veut pas dire arrêter les gens ou coffrer les gens. Ce n'est pas ça. Avoir la personne, lorsque vous avez vraiment le pouvoir, cela veut dire que vous démontrez votre capacité d'apporter des solutions aux problèmes qu'elle est confrontée la société ou la nation. Il y a aussi la responsabilité de la population, comme vous dites, une population qui ne sait pas revendiquer... Une population amorphe. Une population amorphe, ne serait qu'une population esclave, puisque elle-même, en étant amorphe, elle se définit comme esclave. Fabien Koussanik, récemment, il disait population le baraté. Clandé Fabien à partir de l'Europe, Norbert Yamba, notre problème c'est à quel niveau? L'homme congolais, l'identité congolaise, le problème de... Alors, il faut quoi? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Pourquoi nous sommes la risée du monde? Même à l'étranger, quand tu te présentes comme Congolais, c'est comme si, pour le moment, on est un étranger, donc, un Congolais, donc, on a même une réputation un peu... C'est bien dommage, hein? C'est ça. Mais je voudrais quand même vous remercier, Peter, d'avoir voulu que nous débattions sur cette question des profils de dirigeants. Parce que ça va faire beaucoup d'années depuis l'indépendance. Nous avions, au fur et à mesure qu'on surmontait les épreuves, différentes catégories de dirigeants. On a connu tout le monde. Des non-intellectuels,
des intellectuels, des universitaires de manière générale, etc., des professeurs d'université, des spécialistes de droit, des spécialistes d'économie, philosophes, anthropologues, sociologues, etc. On a tout connu dans ce pays. On a tout connu. Hein. Je ne sais pas quel type d'homme on voudrait encore essayer. Qu'est-ce qui n'a pas été essayé dans ce pays? Les différentes doctrines occidentales qui ont régenté notre société, etc., que ce soit le libéralisme, que ce soit le socialisme, capitalisme, communisme, et compagnie, etc. Qu'est-ce que nous n'avons pas? En Afrique, on trouve des sociaux-démocrates, on trouve des libéraux. Ils sont là, mais des grands intellectuels, des grands universitaires. Malheureusement, c'est comme si personne n'a été à l'école. C'est ça la situation aussi grave, gravissime que vous évoquez. J'ai beaucoup aimé Albert Moleka lorsqu'il dit c'est un problème d'identité. C'est un problème d'identité lorsqu'on n'a pas façon à sa propre histoire, lorsqu'on n'est plus régi par ses propres traditions, ses propres pratiques, ses usages des sociétés. Comme un pays avec des professeurs, tout le monde a des titres dans ce pays, mais on est incapable de donner le pain aux Congolais. Et donc, un pays des professeurs, des docteurs, on est incapable de donner le pain, ne fût-ce que le pain aux Congolais. Je voudrais revenir par rapport à ce que disait Albert tout à l'heure. On peut avoir autant de professeurs, ici de Sorbonne, ici d'Harvard, etc. Vous savez, il y a une littérature abondante qui démontre aujourd'hui très clairement que lorsque vous allez à l'école, vous entrez dans un processus de conversion des esprits. Vous entrez dans un processus d'esclavagisation, de ligature, de ligotage, où on vous amène comme un mouton. Vous terminez l'école primaire, vous arrivez à l'école secondaire, vous vous éloignez de votre histoire, vous vous éloignez de votre tradition, de vos langues, etc. Et vous adoptez, n'est-ce pas, la culture, la civilisation des autres, qui du reste n'est pas en adéquation avec votre propre culture. Et donc vous devenez une autre personne. Qu'est-ce que vous devriez être? C'est très important. Et cette littérature montre que lorsqu'on monte de plus en plus dans les études, on est de plus en plus éloigné des réalités de votre société. C'est-à-dire que vous êtes formé pour être compétent pour d'autres réalités. Des réalités, ce qui nous ont amené le type d'enseignement que nous avons aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas compétent. C'est comme ça que prenez juste même un prof, vous le donnez. Regardez comment les universités sont gérées. Regardez comment les ministères sont gérés. Parfois occupés par des professeurs, etc. Et regardez certains comportements de ceux qui sont censés être intellectuels dans leur propre maison. Ça, c'est la réalité. Donc, on est très loin de sa société. Or, chaque société, Dieu l'a dotée d'une certaine intelligence. C'est comme ça qu'on dit, l'être humain, c'est l'incarnation de l'esprit de Dieu dans un corps humain. L'être humain, c'est le dépositaire de l'esprit de Dieu. Dieu a partagé un peu plus d'intelligence avec l'être humain. Et cet être humain a condensé ça sous forme de loi, sous forme de tradition, sous forme de pratique, qui s'est distribué de génération en génération. Or, nous nous retrouvons en situation où nous commençons à faire les traditions des autres comme étant les nôtres. Or, chaque société, chaque peuple a ses traditions. Alors, au lieu que nous puissions transmettre de génération en génération ce que Dieu a prévu pour nous, nous sommes en train véritablement d'adopter la civilisation des autres. Et curieusement, on se trouve en situation où vous avez des hommes et des femmes qui sont en discordance, en divorce avec les réalités. Il y a un court-circuit. Et donc, vous allez dire, non, mais le Congolais, mais écoute, mais pourquoi on a beaucoup d'intellectuels? Arrêtez. Nous, en 1960, on avait 13 universitaires. Ce ne sont pas des gens qui ont été à l'université qui ont demandé l'indépendance. Mais ils étaient capables, parce qu'effectivement, ils étaient très liés à nos traditions. La situation n'était pas suffisamment désintégrée, désarticulée, compagnie, etc. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes, des milliers de personnes qui ont été à l'université, à l'école de conversion des esprits, et qui visiblement ne sont pas capables d'assumer les responsabilités. Donc, lorsque nous réfléchissons pour savoir pourquoi les choses n'avancent pas, nous devons nous poser la question sur ce que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques. Est-ce que nous sommes formés pour véritablement transformer notre société,
où nous sommes formés effectivement pour répéter la matière des Blancs, pour leur servir dans leur bureau, pour leur servir dans leur entreprise et compagnie, etc. Il me semble que nous n'avons pas été formés pour avoir les caractères nécessaires pour transformer notre société. Nous avons été formés pour être des assistants de Blancs par rapport à ce qu'ils cherchent, par rapport à ce qu'ils font. C'est très important. Donc, ces problèmes, et pendant ces problèmes, restent posés et ça constitue pour nous un challenge. Alors maintenant, vous dites que c'est l'IDPS qui arrive, l'IDPS a suscité les espérances, et puis bon voilà, comment nous ne pouvons pas... Parce que le problème basique, Norbert Maba, ça dit que même pas au-delà de la science, mais des problèmes basiques, que l'IDPS 500 francs comme 800 francs, c'est une population qui ne sait pas revendiquer. Le problème basique, qu'une autorité est au pouvoir, il a le place de donner, de changer les salaires des militaires, de changer les salaires des enseignants, de changer les salaires des professeurs. Mais lui préfère changer les salaires des députés, des sénateurs et de donner des palissades. C'est-à-dire cette idée-là, il faut... Est-ce qu'il faut quelle magie pour que le peuple joue le premier rôle dans la vie de nos autorités et pour que le peuple lui-même comprenne que s'il ne joue pas le premier rôle, il doit s'imposer. C'est-à-dire c'est ça qui dérange un peu dans la tête. Qu'on voit qu'un militaire qui est au front, mais il a un souci, il ne sait pas où dormir. Au camp, c'est la catastrophe. Quand il est blessé, on ne sait pas prendre soin, il peut demander l'argent dans les bars. C'est lui qui s'occupe de ce secteur-là. Est-il normal de dormir tranquille quand il voit que des gens qui mouillent, qui se battent au front, on détourne même leur argent? C'est-à-dire, moi je me pose, c'est toutes ces questions que bon, il faut qu'on embouge maille. On donne à un Kassaïen, va construire Kassaï chez toi. Mais il bouffe. C'est de la sorcellerie. Est-ce qu'on doit nous exorciser? Ça aussi, c'est des questions que deux fois je me dis. Des gens te disent, comprenez un peu. Je voudrais venir à ce que disait tout à l'heure Albert Moleka, que j'ai connu comme directeur de cabinet de Fé Etienne Tshisekedi, et qui a été dans cette école d'exorcisation, cette école d'endoctrinement par rapport au changement de la société. Nous avons été entraînés parce que je fus quand même son conseiller politique. Même la première nomination, c'était chargé des études, projets et finances. Vous savez, à l'époque, quand on s'est investi véritablement dans l'opposition, qu'on appelait autrefois la création de l'IDPS, le premier document que j'ai vu, à 82, au mois de juillet, j'étais encore à l'université de Kinshasa ici, et c'était les projets de société. Il y a eu des grands intellectuels qui ont travaillé, et ces projets de société n'étaient pas encore connus sur l'ensemble du territoire national. Mais il y a eu des entraînements. Quiconque qui était de l'IDPS, à l'échelle nationale, échelle provinciale, échelle locale, devrait connaître qu'est-ce qu'on doit faire sur le plan de la sécurité, si on a le pouvoir, qu'est-ce qu'on doit faire sur le plan des transports, le plan d'alimentation, santé, éducation, compagnie, etc. Tous ceux qui se reconnaissent, connaissent qu'en tout cas, sur des questions de l'eau, on va faire quoi? Ça, on était très entraînés. Et l'entraîneur, il est là, à côté de vous. Cependant, il faut se poser la question maintenant. Beaucoup de gens prennent les trains en cours de route. Soit ils viennent de nulle part, et puis ils occupent une responsabilité. Et quand il occupe une responsabilité, il n'a pas un soubassement. Le soubassement se pose que, voilà, un tribunal de conscience qui lui indique la boussole, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Ça, c'est très important. Deuxième chose, il y a une notion, et je vous l'avais dit la fois dernière, la manchémologie, qui est une nouvelle discipline. Nous entrons sur un terrain où il y a trop de fautes manchémologiques. Trop de fautes manchémologiques, pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on vit, ceux qui ont été avec le maréchal, regardez tous ces gens qui ont été avec le maréchal. Même lorsqu'il porte une montre, il sait où placer la montre. Lorsqu'il faut parler avec les gens, il sait comment parler avec les gens. Ils avaient une certaine éducation, de respectabilité par rapport à ce qu'ils font. Et il y a aussi des choses invraisemblables pour lesquelles ils étaient en train d'appliquer.
c'est que très clairement, ceux qui ont travaillé avec le maréchal ont acquis certaines aptitudes, ont acquis un certain nombre de comportements et d'états d'esprit, et qui restent et qui les marquent dans leur parcours politique. Lorsque vous quittez le maréchal, vous arrivez avec Laurent Kabila. Il y a aussi des attitudes qui s'éclairent et s'installent dans le système Kabila. Mais les gens qui ont travaillé avec le maréchal ont tendance, même si le régime a changé, de refléter les comportements qu'ils ont acquis à l'époque du maréchal. C'est très important. On appelle ça des manquetous ou des maquetas. Ça, c'est une nouvelle discipline dans l'analyse de la performance institutionnelle aujourd'hui. Et puis, on quitte le régime Kabila, on vient vers le régime Tshisekedi. On change de régime. Et donc, vous avez là les moboutistes, les kabilistes, et surtout qu'aujourd'hui, on travaille en équipe. Et chacun, malgré le changement du régime, a des attitudes, a des comportements qui ont difficile à s'évader, à se volatiliser. Et tout cela amène une autre mouture, amène un paradigme qui ne soit pas peut-être conforme à celui qui a été choisi par le régime. C'est une difficulté, cher Peter, et on se trouve en situation où qui doit changer. Si à un moment donné l'UDPS a prétendu que j'arrive au pouvoir, voilà la boussole, voilà la torche qui éclaire notre chemin, mais il y a aussi des gens, etc., de partout, qui sont congolais et qui méritent. Pourquoi pas? Et on est ensemble, et il y a donc des motivations divergentes. Et vous ne pouvez pas dire qu'en derrière de là, vous aurez tel ou tel résultat. Il faut donc mettre en place des mécanismes qui consistent à changer le comportement des uns des autres. Voilà la difficulté. Cependant, si à un moment donné, on a vécu le raccourci, la capacité d'être riche plus rapidement, la capacité de faire une recherche effrénée de l'argent, parce qu'à un moment donné, nous tous, nous envions les gens qui ont travaillé avec le maréchal. Il faut voir quand Kengo il est là, mais il y a un peu du respect. Hein. Je l'ai vu même à Bruxelles, hein, sans pouvoir. Il est resté avec ses manquetas. C'est-à-dire, pour le voir, il faut faire un exercice. C'est un peu les tambours, c'est un peu tous ces gens qui ont travaillé, etc. Vous voyez qu'ils avaient du charisme et tout le monde qui arrive, etc., a besoin véritablement qu'ils puissent justement être calqués un peu de la vision de ces gens. Quand cela ne tienne, vous aurez difficile à avoir la capacité de réaliser des choses dans les délais que souhaitez. Alors maintenant, pourquoi on ne le fait pas? Et donc nous savons, il y a un rapport de force entre le choix d'avoir des moyens et de vivre de ces moyens et la foi de pouvoir changer la situation. Et si le doute, la recherche effrénée de moyens l'emporte sur la foi, et vous avez ce que vous voyez aujourd'hui, parce qu'en réalité même de votre génération, c'est compliqué aujourd'hui. Regardez combien de jeunes gens se battent à longueur de journée pour avoir des cravates, des vestes, etc. Justement, faire des déclarations. Faire des déclarations à longueur de journée. Ils ont l'argent pour faire passer à la télé. Mais les discussions, regardez comment nous faisons cette discussion. Avec mon vieux, nous sommes là. C'est difficile, un tel débat. Ça aurait pu être popularisé. On aurait cultivé une autre façon de faire les choses. Mais on est dans des choses où chacun veut se faire accepter, chacun veut se faire adopter, pour qu'il puisse véritablement arriver à quelque chose. Alors maintenant, quand vous donnez la responsabilité, par exemple, à ces gens de gens, par exemple, encore que le système de contrôle, le système de monitoring n'est pas de mise, vous avez donc des gens qui sont plus préoccupés par les moyens et qui en prennent. Parce qu'effectivement, on se trouve en situation où les différentes structures de dissuasion ne sont pas très opérationnelles. Vous avez dit, mais pourquoi on ne revendique pas? On ne revendique pas, mais avant de revendiquer, il faut que des structures. Vous avez vu à un moment donné, quand on vous dit IGF, c'est tout le monde qui se pose deux fois la question. Le cours et tribunaux en Europe, je ne vais pas vraiment parler de l'Europe, mais quand même, vous déposez votre voiture là-bas, si ce n'est pas le lieu indiqué, vous avez vu déjà, on a pris la voiture, et ça forme la personne.
Et alors, l'inspection générale, je ne sais pas, de la territoriale, la Cour des comptes, la justice elle-même qui élève la nation, etc. Elle est malade, cette justice. La police, etc. C'est toutes ces structures-là qui ont besoin d'une certaine coordination, qui doivent créer des passerelles, des interactions dynamiques pour dissuader les gens. Parce que l'être humain, c'est un être qui a toujours voulu faire ce qu'il veut. Mais il a besoin des éléments qui limitent sa liberté. Pas limiter, aller au-delà, bien entendu, mais dans la manière de faire les choses. Donc, sincèrement, nous avons une difficulté au niveau du système d'enseignement que nous avons reçu. Nous ne pouvons pas avoir beaucoup de richesses, parce que c'est un enseignement importé, qui nous pousse à la répétition, à la récitation, peu importe le niveau de diplôme, encore qu'on se loigne de notre société. Vous ne pouvez pas avoir des technologies, vous ne pouvez pas avoir des industries. Nous avons le niobium. Pourquoi on n'utilise pas le niobium? Simplement parce que nous n'avons pas de technologie. Pourquoi on n'a pas de technologie? Parce que nous n'avons pas de producteurs de technologie. L'université est restée le laboratoire. Oui, M. Norbert, mais ce que nous avons déjà, comment nous gérons déjà nous-mêmes? Oui, c'est un problème réel. Comment nous répartissons ce que nous avons déjà? Alors, je reviens à ce que disait tout à l'heure Albert. Et je vous dis beaucoup de respect et de considération, M. Albert, parce que quand vous parlez de l'identité, j'ai dit, waouh, les choses sont en train d'avancer. J'étais en Inde, j'achète un truc en Edeli dans une petite boutique. Et il fallait que je paye aussi la TVA. Et j'ai dit, non, je ne peux pas, j'ai déjà payé le prix que vous avez mis. Non, il faut payer le TVA. Pourquoi payer le TVA? Il dit, non, c'est notre gouvernement, c'est notre tradition. Si vous achetez le truc, moi je bénéficie, mais notre gouvernement n'a pas bénéficié. Il faut que notre gouvernement bénéficie. Et si vous voulez, prenez, je vous rembourse l'argent. J'étais obligé de payer TVA. Nous étions avec certains Indiens qui viennent ici investir. Et ils disent, Monsieur Yamba, il faut faire attention. Nous, on veut investir chez vous. Chez nous, ici, notre tradition, notre identité, c'est le respect de nos ancestrales. Les vols, les mensonges dilatoires. Pour ce qui concerne la partie de l'État, ça ne se fait pas. Mais chez vous, vous voulez investir et vous avez des gens qui vous proposent, n'est-ce pas, des marchés alléchants. Et nous sommes vraiment en contradiction. Pourquoi nous ne pouvons pas faire de grands investissements chez vous? Il a peur de quoi? De leur tradition. Nous, on a peur de quoi? Nous, on n'a pas de référence. Nous n'avons pas de valeurs référentielles. Nous n'avons pas des unités de mesure. Il craint. Chez nous, il ne faut pas tuer quelqu'un. On a le mbondo. Le mbondo, c'est un liquide. Vous prenez là, vous mourrez parce que vous avez tué. Si vous mentez que vous n'avez pas pris l'argent, on le fait. Ça, c'est notre tradition qui aurait pu sauvegarder notre environnement. Nous n'avons pas ça. Nous avons copié les droits gréco-romains où on trouve des articles dans une constitution, dans les lois et textes réglementaires. Et ces lois-là n'ont pas aucune exigence morale, spirituelle. Okay. Et donc, on se trouve en situation où on est charnel. Et quand on est charnel, on pose des actes incontrôlés. D'accord. Albert Moleka, une réaction? Ou on prend d'abord la vidéo? Je pense qu'on peut prendre la vidéo parce que j'allais dire la prédication de Norbert est tellement exhaustive parce que moi je suis totalement convaincu que si on n'arrive pas à faire l'effort de récupérer nos connaissances intrinsèques, nos connaissances naturelles et originelles, il sera difficile de définir le Congolais de demain et le Congo de demain. Vous savez, parce que dans le terme d'histoire, je donne un exemple. Nous sommes aujourd'hui en situation de guerre sous l'agression rwandaise telle que nous le déclarons. Et quelle solution nous apportons? Nous achetons des armements à l'étranger, que ce soit des drones, que ce soit des munitions, que ce soit de l'artillerie, que sais-je. Nous oublions complètement que, dans le passé, étant un pays avec 9 voisins, prenons le régime Mobutu, le maréchal Mobutu, vous savez que bon, nous avons 9 voisins, nous devons absolument
donner une priorité à la capacité de nos forces armées. Il a créé la société Afridex, qui était capable de fabriquer des munitions. Peter, est-ce que vous savez que Alicasson fabriquait des chars? Alicasson fabriquait des chars. Tout ça pourquoi? Parce que, étant un pays avec 9 voisins, un pays qui a toutes ses ressources, donc un pays qui doit en quelque sorte être en mesure de défendre et protéger non seulement ses propres ressources, mais défendre et protéger la paix dans toute la sous-région et la région, vous devez être fort et vous devez vous faire fort. Ce qui correspondait à nos traditions. Dans la tradition, le chef et le conseil de la chefferie, leur priorité, c'est assurer la sécurité du village, de la communauté, avec une gouvernance qui respecte certains principes. Norbert a mentionné, je ne connais pas la tribu au Congo où voler c'est bien, où mentir c'est bien, où Koko c'est la Mutumakambo c'est bien. Non, il n'y a pas. Donc tous ces principes qui sont appropriés pour opérer une gouvernance, pour amener une gouvernance de véritable développement et de l'humain, et de l'économie, et de l'éducation, tous ces principes se trouvent dans notre culture profonde. Mais le fait est qu'aujourd'hui, étant déraciné de ces principes... Qu'est-ce qui nous empêche de prendre bien nos militaires, nos enseignants? Juste maintenant qu'on parle, les fonctionnaires ne sont pas payés. Les militaires ne sont pas bien payés. Ce qui vous empêche, c'est les professeurs. Bon, pourquoi on traite seulement bien les députés, les sénateurs? Là, ici, on va parler tout à l'heure ici des députés provinciaux dont la ministre vient de menacer la corruption. Pourquoi tout le monde veut être député? Parce qu'on a 21 000. Mais ça aussi, c'est des gens qui décident. Qu'un député qui percevait 10 000, 11 000 personnes, 21 000. C'est des gens qui décident qu'un ministre qui percevait autant. Mais ces gens-là qui décident là, pourquoi ne décident-ils pas pour les militaires, pour les enseignants, Peter, pour les professeurs? Pourquoi ne décident-ils pas là où il y a la masse de Congolais? Peter, on nous dit que du 1er janvier 2024 au 1er mars 2024, 1,3 milliard de dollars ont déjà été engloutis. Ça fait quoi pour qui? Politico Seda a publié ça. Moi, je ne vis rien passer comme ça. Et lesquels ou à Pimbo? Peter, lorsque vous gérez, que ce soit une affaire ou un État, votre gouvernance dépendra de votre perception de l'urgence et de l'importance. En fait, qu'allez-vous faire? Allez-vous suivre l'urgence ou allez-vous suivre l'importance? L'urgence, c'est ce qui s'adresse d'abord à votre propre leadership. Qu'est-ce qui est urgent pour consolider votre leadership ou ce que vous considérez comme votre pouvoir, votre régime? C'est ça l'urgence pour vous. Mais qu'est-ce qui est important? Ce qui est important demeure toujours l'intérêt commun de toute la communauté. Et c'est dans ce cadre-là que vous devez prendre soin aussi bien du militaire que du député que vous voulez cajoler. Et si vous pouviez discerner entre l'urgence et l'importance et faire le choix de suivre ce qui est important, vous comprendriez que, bon, je ne peux pas penser à bien soigner un député tant que le pays n'est pas sécurisé. Et pour sécuriser le pays, il faut soigner la défense. Soigner la défense, c'est-à-dire soigner et le personnel militaire et la logistique, tout ça. Si vous n'avez pas ça à votre disposition et en place, tout ce que vous pouvez payer aux députés 50 000, 100 000 dollars par mois, le ministre, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas ça qui va vous faire récupérer les territoires qui sont perdus. Loin de là. Au contraire, ça crée la cupidité qui est à l'origine de ce genre de gouvernance ne fait que se reproduire. Ne fait que se reproduire. Au point que, écoutez, aujourd'hui, lorsque vous voyez que le chef de l'État lui-même doit convoquer la ministre de la Justice pour lui dire, écoutez, j'ai vent qu'il y a
des candidats, il y a des élus députés provinciaux qui marchandent leur voix pour élire des gouverneurs ou élire des sénateurs. Veillez à ce que la loi s'applique durement à eux. Mais Peter, des fois je me dis, mais qu'est-ce que même nos voisins doivent penser de nous si nous sommes à ce point-là? Qu'est-ce que nos voisins doivent penser de nous? Lorsque le chef de l'État lui-même tire la conclusion que cette justice est malade et que c'est à cette même justice qu'il est obligé de faire recours pour combattre la corruption qui est le symptôme numéro 1 de la maladie qui gangrène notre société et y compris le secteur de la justice. C'est quoi? C'est tourner en rond. C'est tourner en rond. Et je crois qu'une des solutions qui s'applique à toute société et à toute forme de pouvoir ou de relations hiérarchiques, c'est que d'abord, de un, il y a le principe, l'exemple vient d'en haut. Vous savez, si tous vos travailleurs voient que vous êtes un patron de principe, un patron qui respecte des valeurs dans sa propre vie et dans son propre comportement, ils auront peur. Ils auront peur. Mais lorsque on a l'impression que nous vivons dans une société de discours, c'est les beaux discours, c'est les belles paroles, on va s'attaquer à la corruption, et ce qui m'a fait un peu rire, c'est dans la déclaration de Madame la ministre au sortir de son audience chez le chef de l'État, chez son patron, disant que, vous savez, la lutte contre la corruption, c'est très difficile, parce qu'il y a le corrupteur et le corrompu. Non, c'est-à-dire un mal qui ronge notre société, et l'exécutif avoue que non, combattre ce mal, c'est difficile parce qu'il y a le corrupteur, il y a le corrompu, et que donc c'est très compliqué. C'est très difficile. Ok. Si vous partez seulement des déclarations signées par des lanceurs d'alerte, dont une déclaration très étonnante que j'ai lue hier, mais c'est déjà une base d'investigation. C'est quelle déclaration étonnante que vous avez lue hier? Concernant la corruption à la Cour constitutionnelle, pour sortir les résultats de l'histoire de $1 million des arrêts de la Cour constitutionnelle, où on a même défenestré des gens qui n'étaient pas attaqués. Mais c'est effarant, mais je crois que là, au moins, nous sommes... C'est faisable, quelqu'un, on n'a pas attaqué à la Cour constitutionnelle, mais on l'a défenestré. Peter, une fois que votre justice est malade, tout devient possible. Tout devient possible. Vous savez, dans ce pays, je crois que si vous cherchez bien, vous risquez de trouver même un élu qui n'était même pas candidat. Mais il a été proclamé. Allez, je vais revenir. Non, on va prendre la vidéo. Juste un mot par rapport à ça. Mais j'ai dit qu'on peut défenestrer quelqu'un qui n'a pas été poursuivi, parce qu'en réalité, la personne qui a été poursuivie n'a pas été à la hauteur de prendre la place, mais celui qui les suivait, même s'il n'a pas été, on peut pouvoir l'élever parce qu'il avait un chiffre correspondant. Donc, cette possibilité est plausible. Je voudrais également dire que lorsqu'on gère l'abondance dans l'insuffisance, il y a tellement de problèmes à résoudre, mais il y a peu de moyens, la situation devient très difficile en termes de priorité. Et Albert venait de le démontrer. Donc, il y a tellement de problèmes. Et tous les problèmes de notre pays sont à l'état d'animalité zéro. On commence par où? Et les moyens sont très limités. Nous l'avons dit, et prenez besoin de le répéter, que notre pays est en train de subir une approche hérocentrique. C'est-à-dire, on produit ici, on amène le brut, c'est là qu'on crée les richesses, c'est là qu'on crée les emplois, c'est là qu'on crée... on a les moyens pour résoudre les problèmes. Nous n'avons pas suffisamment de moyens. La France n'a pas les mêmes ressources naturelles que le Congo. Mais la France a 3 000 milliards
des produits intérieurs bruts, 350 à 400 milliards de dollars de budget. Nous n'avons qu'un budget à peine de 16 milliards, etc. Donc, et la France a 75 millions de personnes. Nous sommes au-delà de 110 millions de personnes, avec peu de moyens. Alors maintenant, lorsque vous voulez prendre des décisions pour que cela puisse avoir une répercussion sur tout le monde, avec les différents problèmes que nous avons, ce n'est pas une chose facile. Il faut plutôt réfléchir dans le sens de chercher des mécanismes qui nous permettent de produire des richesses. Or, les mécanismes pour produire des richesses, eh bien, écoute, il faut des technologies, il faut des industries, etc. Et ça nous manque et ça va nous coller à la peau pendant longtemps. J'aimerais aussi rassurer que la capacité pour générer des mécanismes qui peuvent nous aider à avoir des richesses, il faut revenir à notre identité, il faut revenir à notre culture, il faut revenir à notre tradition. Cela ne veut pas dire qu'on ne sera pas dans la course internationale, non, mais quand même que notre tradition donne le génie, donne la spiritualité authentique qui nous permettent d'avoir dans nos universités des hommes et des femmes qui peuvent nous amener des choses additionnelles. Vous ne pouvez pas avoir une université où tout le monde répète à longueur de journée comme des perroquets et des choses et où personne n'invente, même pas une cure-dent. Et aujourd'hui, il y a une évolution positive au Burkina Faso avec le président Ibrahim Traoré qui a décrété une journée de tradition. Une journée de tradition pour faire appel à tous ceux qui ont les secrets de la puissance africaine. De telle sorte que finalement, on puisse avoir des génies qui nous disent voilà la formule pour fabriquer la caméra, voilà la formule pour fabriquer la chaise. Si on a une usine où on fabrique des caméras, on va vendre au Congo, on va vendre à l'extérieur, etc. On aura de l'argent, on va faire des affectations, etc. Même les salaires, on va les augmenter, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien pour produire des emplois, il n'y a rien pour aménager. On n'a que peu, c'est très important. Donc, soyons tout petit peu relatifs par rapport à ça. Et là, ce que je demande, on va vous demander, M. Peter, pour que le moment venu, nous aussi, nous puissions faire un plaidoyer auprès du gouvernement de la République, de manière qu'on reconnaisse ne serait-ce qu'une journée pour les traditions. Comment pouvez-vous imaginer un grand ministère, les sous-bassements des sous-bassements, de la culture, qui n'est réservé seulement pour la musique? Oui, c'est pas possible. Tous ces génies que nous sommes en train de parler, pour que nous ayons véritablement la capacité de transformer notre société, ça c'est la culture. Mais écoutez, et cette culture, quel est son contenu aujourd'hui? Quand on reçoit les musiciens, on croit qu'on a véritablement fait un bon bondissement. Je voudrais dire que la corruption, c'est un élément, un fléau. Un panel d'un professeur avait déjà réfléchi par rapport à ça, et ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle si on maîtrise la corruption en proportion de 30%, l'année prochaine, on aura 55 milliards de dollars du budget. 30%. Et ça, c'est toute proportion réservée. Toute proportion réservée. Le mécanisme qui a été lancé par le chef de l'État en créant l'agence contre la corruption, c'était ce mécanisme de se dire pourquoi ça continue à s'abattre sur un pays, qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, quand vous voyez l'IGF, il s'occupe de cette corruption, la Cour des comptes, d'une manière ou d'une autre, s'occupe de cette corruption, les cours et tribunaux, cette corruption, la société civile dans un contrôle citoyen s'occupe de la corruption, les partis politiques s'occupent de la corruption, etc. Il y a tellement de mécanismes qui ont été montés dans la perspective de lutter contre la corruption. Mais il n'y a pas de coordination entre tous ces compartiments. Il faut qu'il y ait un cadre où les gens se retrouvent. Qui a fait quoi? La Cour de compte dit, moi j'ai fait telle étude, voilà les résultats, et j'ai confié ça à Cour et tribunaux, ça n'a pas marché. On pose la question aux Cour et tribunaux. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à cette question? Quelle est la réalité? Et donc, il y a une sorte de concertation permanente et récurrente à l'intérieur des différentes structures de dissuasion, et ça permet toutes les inspections. On a donné toutes les inspections, chaque ministère, a son inspection. Et quels sont les résultats? Leur inspection, ça veut dire monitorer ce qui est fait. Okay. Ministère de l'Éducation, il y a l'inspection. Ministère de l'Environnement, il y a inspection. Ministère de l'Intérieur, il y a inspection. Ministère, je ne sais pas, des budgets, il y a inspection. Du ministère des Finances, il y a inspection, etc. Et ces inspections, même au niveau de FARDC, même au niveau de la police,
C'est de tout ça. On a donné l'argent. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour venir contrôler, etc. Tout ça, c'est un problème d'animation, c'est un problème de suivi, c'est un problème de responsabilité, c'est un problème d'engagement, de la détermination pour sortir le pays de la situation. Ces inspections n'ont pas été mises en place pour construire une bourgeoisie budgétivore, mais c'est pour aider le pays véritablement à évaluer tout ce qui se passe et à faire des recommandations. Et l'institution qui a responsabilité peut pouvoir prendre des décisions correspondantes. On va suivre en vidéo le professeur Mbata qui réfléchit à haute voix. Cette question de corruption, est-ce que ça ne dérange pas? Aujourd'hui, les députés provinciaux sont courtisés. La ministre a même parlé des probables interpellations à la justice si des cas de corruption étaient avérés. Parce que, bon, le député M. Bazolia Mitoumi Balé, M. Mitoumi Satou, j'apprends que la cagnotte est montée maintenant à 150 000 $ pour l'élection. C'est terrible. Donc, on aura le corrupteur selon qui. Nos gouverneurs, quand vous voyez quelqu'un élu gouverneur, c'est le plus grand corrupteur. Et le Sénat, ce sera le conglomérat de corrupteurs. Allez, Mbata réfléchit à haute voix. Pour lui, est-ce qu'on ne peut pas un peu toucher la Constitution? On va réfléchir à haute voix. On va suivre la vidéo, on va se retrouver tout juste après. À tout à l'heure. Députés provinciaux, ce sera encore le cas. La corruption est massive pour se faire élire. Quelques députés suffisent pour qu'ils se réunissent là et puis ils montent motion de défiance, ils font partie d'un gouverneur. Ils passent tout le temps à corrompre les députés pour ne pas être défenestrés. Est-ce que ce système-là, on ne peut pas y réfléchir? Est-ce qu'on ne peut pas y réfléchir? Et il y en a d'autres. Oui, sur ce point de vue. Il y en a, je continue. Oui. Donc ce n'est pas intoléré. Je crois que vous êtes bien informés dans la presse. Hier, avant-hier, les deux chambres du Parlement français se sont réunies pour réviser la Constitution de la France il y a 2 jours. Pour introduire le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement. Adopté à la majorité. Adopté à la majorité. On n'a pas fait de bruit. La Constitution française. Et en 2008, nous parlons par ce qu'on considère comme fétiche, le 2e mandat. Mais la limitation des mandats, on l'a rappelé. C'est la France qui l'a introduit en 2008. La France l'a introduit en 2008, avant il n'y en avait pas. Donc ici, tout simplement pour dire, plusieurs universitaires sont venus pour réfléchir sur cela et c'est important que cette constitution, vous le savez, nous l'avons eu à un moment donné. Il faut qu'on interroge le peuple, qu'on examine, qu'on réfléchisse. Et le colloque 18 ans, c'est là de la majorité, de la maturité. Oui. Il faut que dans un pays, des compatriotes se penchent sur la constitution. Est-ce qu'on doit continuer? Qu'est-ce qui peut être changé? Évidemment, il y a des choses qui ne seront jamais changées. Alors ça, c'était important. Au lieu de réfléchir, parce que vous le savez souvent dans les TikTok, les WhatsApp, qu'est-ce qu'on est devenu? On est devenu une civilisation de TikTok. Et je dois vous dire une chose, comme professeur des universités. Je vais en Chine, aux États-Unis. Vous n'allez pas trouver autant de gens sur le WhatsApp que les Congolais. Et même les universitaires, les intellectuels de la science, non. Les Facebook, ce n'est pas le mode d'expression des intellectuels. Même les Chinois qui ont inventé, même les Américains qui ont inventé le WhatsApp, ils ne sont pas à bout de jouer le WhatsApp. Non, une société doit être en mesure de réfléchir et de penser. Et c'est ce que nous avons fait lors du colloque. Une société qui s'interdit de penser, qui s'interdit de réfléchir, mais elle est condamnée à disparaître. Norbert, ma réaction. Une société qui n'est pas... On doit penser, on doit toucher à la Constitution, on doit réviser certains articles. Surtout pour le cas de ces députés provinciaux qui deviennent très corruptibles, il faut toucher la Constitution. Un problème aussi de mandat. Hein. Est-ce qu'en Afrique, on saura, avec 2 mandats, de 5 ans, changer les choses? Ou est-ce que c'est un peu trop... Il faut essayer d'élargir toutes ces questions, des questions questionnantes, comme vous dites. Non, mais je pense que on est dans une société. Et la société est en pleine mutation. Il peut y avoir un contexte qui n'a pas été prévu, par exemple, par la loi, par la Constitution, etc. Et lorsqu'il y a évolution et que l'on trouve qu'il y a nécessité véritablement de contextualiser cela et d'inoculer ça dans une des lois, pourquoi pas? Parce que si on cherche à pouvoir changer la société, on a besoin véritablement que cette société évolue. Et là, justement, qu'il faut réfléchir sur la pertinence des changements qui interviennent. Si ces changements sont fondamentalement subjectifs, ça veut dire des circonstances liées au sentiment des gens, à ce moment-là, ça ne va pas trop durer, parce qu'on aura court-circuité la dynamique. Mais si on réfléchit fondamentalement, pour dire que par rapport
à la question des mandats, par exemple, on y réfléchit avec des éléments. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai toujours dit, je suis panafricaniste. Il faut savoir relayer cette identité. J'ai eu même des reproches un peu comme ça. On dit Yamba, est-ce que. Non. Je regarde la chose. J'ai dit, regardez, avant de poser le principe du chiffre sur un mandat, il faut s'interroger sur les héritages traditionnels. C'est-à-dire, lorsqu'on était à l'époque où nous avions des empires, à l'époque où nous avions des royaumes, comment on était organisé? Il y avait de l'ordre social, parce que les gens ont tendance à croire que bon, c'est cette constitution, ici, du droit gréco-romain qui nous régit. Attention, nous avons connu l'Afrique comme une grande puissance militaire, politique, 35 siècles avant l'ère chrétienne. Vous voyez, et donc, il y avait une façon de faire les choses, il y avait une façon d'assurer la justice dans notre société, etc. Et donc, il faut que le chercheur, lorsqu'on réunit autant de juristes, etc., qui s'impose la question. Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est quoi? Le grand problème aujourd'hui, c'est que nos chercheurs, ils ont les idées grimpées sur les idées occidentales. Ça veut dire, parce qu'à France, vous avez suivi, même le professeur Biata, il est en train de donner l'exemple de la France. Quelqu'un vous donnera l'exemple des États-Unis, etc. Mais personne ne vous a donné l'exemple du Mali, avec Soudata Keïta, comment on a vécu. Nous avons la première charte constitutionnelle. J'ai suivi le professeur Biata une fois, il a dit qu'un chercheur sud-africain disait que bon, nos constitutions sont toutes bien, mais sauf qu'on ne retrouve pas l'Afrique dedans. Alors, et quelle sera la part de l'Afrique en termes d'héritage dans nos constitutions? Quand est-ce qu'on peut faire des réformes qui nous permettent véritablement aujourd'hui d'intégrer les richesses, les héritages africains, les scientifiser, les moderniser et les théoriser? Quand? Parce qu'en réalité, quand vous regardez les thèses doctorales, moi je travaille par rapport à ça. Je sors un livre sur l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. D'accord, on ne les lise pas. Bonne chance quand même. Mais on en parle. C'est très clair. Vous ne trouvez pas une thèse qui rivalise les thèses occidentales. Tous les droits que nous sommes en train de parler ici, c'est les droits gréco-romains ou romano-germaniques. Et la part de nos traditions, elle est où? Alors maintenant, on va continuer à grimper sur les idées des autres, et ces idées sont inadaptées, sont inadaptées, nous désintègrent, nous désarticulent. Et donc, nous, on n'avancera pas. Et donc, il faut, j'ai même souligné, mais là, à un moment donné, quand on faisait la loi électorale, etc., il y avait beaucoup de choses qu'il fallait se conformer. Il faut avoir du courage. Et il faut avoir les juristes, les scientifiques qui ont véritablement l'audace d'apporter des réformes. Mais il me semble que c'est très compliqué. On n'est pas entraîné dans la vision qui est la nôtre. Et cette vision a beaucoup de richesses. Comment pouvez-vous imaginer, au Burkina Faso aujourd'hui, on est en train d'intégrer dans la Constitution. Et vous arrivez, quand il y a quelqu'un qui vole, au lieu simplement qu'on l'emprisonne, etc., on est soumis à un exercice traditionnel, etc. Ça commence à dissuader les gens. Mais nous, c'est l'Occident, c'est Montesquieu qui a dit, Montesquieu a raison. Or, quand je suis allé à Bikoro, j'ai trouvé un procureur qui n'a jamais été à l'école, mais qui maîtrisait pratiquement les droits fonciers. Pourquoi nos chercheurs ne peuvent pas faire un effort pour capitaliser cette expérience, constitutionnaliser ça, etc. Le mandat du chef de l'État, ou le mandat de gouverneur et compagnie, etc. Comment on le faisait? Pourquoi ne pas prendre cet héritage traditionnel et on modernise ça? C'était des empires, hein? Bien entendu, mais c'est comme ça, il faut partir de quelque part. Les véhicules construits au 19e siècle, c'est pas le véhicule. On essaie de constater ces contradictions, on essaie de scientifiser ça. Mais malheureusement, nous avons un problème de carence intellectuelle dans notre société. Il y a plus de commentateurs scientifiques que des scientifiques. Et même les scientifiques,
s'auto-déclarent scientifiques doivent faire un effort pour mériter la confiance de notre peuple. Parce qu'en réalité, si nous n'avons que des scientifiques qui parlent seulement en grippant sur les idées des autres, on n'en pousse pas notre société avec une torche qui éclaire l'avenir. Ah, ça devient un danger public et nous allons toujours comme ça pérorer. Les gens vous disent, mais écoute, nous avons trouvé une solution. Et quand on va réfléchir, et c'est essentiellement pour chercher comment garantir tel autre, etc. Et ça sera un danger permanent et récurrent. Albert Monika, il faut toucher la Constitution. Hein. Mais hier, quand Kabila voulait toucher la Constitution, vous, le professeur Mbata, vous n'étiez pas d'avis. Hein. Vous aviez crié au changement. Mais aujourd'hui, on commence quand même à réfléchir. Mais j'allais commencer par là. D'abord, c'est une question de quelles sont les motivations et quels sont les objectifs. Parce que lorsque je regardais la vidéo de mon ami, Mbata, le professeur Mbata, ça me rappelait sa position, et la position que nous partagions en 2015, un peu après la sortie du livre de notre frère Évariste Bochab. Entre la révision de la Constitution ou l'inanition de la nation. J'ai la vidéo du professeur Bochab en train de danser. Et donc tout dépend de la motivation et les objectifs. Vous savez, je crois que, et parlons-nous d'une révision de la Constitution ou d'un changement de la Constitution. Est-ce que cette révision répond à un besoin sociétal, tel qu'il a donné l'exemple de l'interruption volontaire de la grossesse en France? C'est un besoin sociétal et c'est une lutte de toute une génération quasiment en France et qui aboutit maintenant à ce qu'on inscrive ce droit dans la Constitution. La révision dont lui et son groupe d'intellectuels parlent, est-ce que c'est une révision sur des lois ou des articles, mais qui répondent à un besoin sociétal ou qui vont constituer une solution à nos problèmes urgents de l'actualité? Est-ce que c'est apporter des révisions à la Constitution qui peuvent nous aider à récupérer les territoires perdus, à avoir à vaincre la corruption une fois pour toutes, ou bien, tel que beaucoup de gens soupçonnent, mais parce que ça a été une habitude en Afrique, c'est une révision qui vise, en l'occurrence... Il faut toucher le mandat. Hein, toucher le mandat. Vous savez, si vous lisez la plupart des communiqués de gouvernements étrangers après l'élection du chef de l'État, plusieurs ont salué son élection pour un second mandat. Second, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième en français. Oui. La différence entre second et deuxième. Et deuxième, voilà. Deuxième, ça veut dire qu'il y a troisième. Second, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. Parce que eux, ils ont lu notre Constitution. Et ils ont la culture de respect de la Constitution. Et je crois que c'est un débat au niveau de nos relations extérieures. Est-ce que nous ne pouvons pas changer ça pour que Félix Tshisekedi ait suffisamment de temps à changer les choses? Changer la Constitution pour donner suffisamment de temps pour... À un président de la République qui de mieux avoir le temps de changer les choses, parce que ça paraît quand même... Combien de temps vous voulez, Peter? Bon, certains parlent de 7 à 9 ans. Moi, j'ai dit non, revenons-en au royaume ou aux empires. Comme l'a dit Norbert Yamba. Comme ça, vous évacuez... On venait de là, non, les empires et le royaume. Nous venons de là. Vous évacuez le problème. Nous gérions bien le pays. Il y a une personne que j'ai très bien connue qui a tenté le coup, c'était l'empereur Bokassa, que j'ai connu président. Mais aujourd'hui, la Centrafrique est et reste une république. Hein? Je crois que nous devons éviter soit de faire toujours marche en arrière, alors que nous avons des véritables urgences et des choses importantes. Pour vous, c'est pas opportun? Non seulement ce n'est pas opportun, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Ça ne répond à aucun besoin sociétal, ça ne résout aucun problème auquel nous sommes confrontés actuellement. Nous avons des députés provinciaux qui doivent être corrompus pour voter. Est-ce qu'on ne peut pas changer ce système pour que quelqu'un devienne gouverneur? C'est le plus grand corrupteur. Pour que quelqu'un devienne sénateur, c'est le plus grand corrupteur. C'est la Constitution. Et on ne peut pas changer ça. Vous allez régler ça en décrétant que, par exemple, les gouverneurs soient nommés par le chef de l'État.
Écoutez, sous la Deuxième République, Le Sénat ont tué les sous la Sénats, Deuxième République, qui n'a même pas d'utilité. les gouverneurs étaient nommés par qui? Par le président. Par le président. Par le président. Est-ce que ça a mis un terme à la corruption? Il faut faire la différence entre les tares qui viennent simplement d'une, je dirais, de l'âme, hein? Parce que vous pouvez avoir n'importe quel diplôme, vous avez été nommé par tel ou élu par tel, mais si vous êtes un corrompu, vous êtes un corrompu. Ce n'est pas la Constitution qui mettra fin à la corruption. C'est une politique agissante qui pourra mettre fin à la corruption. Une politique qui soutient et qui met en avant des choses comme le civisme. Nous revenions toujours à cette recherche de l'identité, cette identité. Le Congolais ou l'homme africain en soi n'est pas un être de corruption, de vol ou d'assassinat ou de jalousie ou de cupidité. Ce sont des choses qui étaient très dangereuses parce que ça pouvait vous tuer. Vous pouvez encore passer dans des contrées. Je me souviens, pendant une période où je m'occupais de projets miniers de Mont-de-Fin-Père au Kasaï occidental à l'époque, et de Chikapa à Kamako, Kamelekese, vous passiez des contrées où, je me souviens au départ, je voyais des sacs de Makala, des sacs de Masangu, déposés comme ça sur la route. Et au départ, je disais, mais ils n'ont pas peur que quelqu'un vienne voler ça. Je dis, non, 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 tu ne peux pas voler ça. Si tu voles ça, tu as des problèmes. Donc, selon les principes liés à la manière de vivre, autrement dit aux coutumes, les coutumes qui sont des lois qui régissent la société, qui régissent la communauté et le village, si tu voles, tu vas avoir peur de voler, parce que tu sais que si je vole, quelque chose va m'arriver. Et rien que ça, tu ne vas pas voler. C'est comme dans les pays, il y a certains pays où tu sors de ta voiture, tu ne penses même pas à la bloquer. Nous avons, dans notre jeune âge ici, les parcelles à Kalina, à la Gombe, ou même à Mbinza, à Parc en Bise, tout ça, ils n'étaient pas clôturés. Maintenant, les clôtures, pourquoi? Par peur. On met même des fils barbelés. Et voilà. Mais ça ne veut pas dire que le banditisme n'existait pas. Il y avait des bandits, il y avait même des grands billes qui étaient des grands bandits. Hein, mais ils étaient corrigés. Ils étaient traités, on leur appliquait la rigueur de la loi. Lorsque vous voulez substituer l'effort de la rigueur de la loi par des changements multiples de constitution, tout ça, qui n'ont que des visées politiques, soit de conservation du pouvoir, non seulement vous allez rater l'objectif, mais que le passé puisse aussi toujours vous instruire. Je pense qu'aujourd'hui, mon ami et frère, le professeur Mbata, ne devrait pas jouer le rôle qu'a voulu jouer Évariste Bossab en 2014. On parlait de l'identité de l'homme, dont le prof Mbata, pour vous, s'est métamorphosé. C'est mon ami, c'est mon frère, mais il s'est complètement métamorphosé, ça c'est vrai. En tant qu'ami, je le regrette. C'est une personne, j'estime que c'est un actif intellectuel très important que la République a perdu malheureusement. Et ça l'a de fort mélange. Je vous donne la parole, Norbert Yamba Yamba. Ça s'explique comment, chers Congolais? Je ne sais pas si ça, vous êtes vraiment des aînés. Moi, j'apprends de vous de la sagesse et de l'expérience. Vous avez peut-être connu aussi d'autres cultures, vous avez parcouru le monde, plus que moi. C'est aussi comme ça en France, c'est aussi comme ça en Angleterre. Quand un président change, les opposants qui étaient de l'autre côté traversent ici, ils se déguisent, ils font le contraire de ce qu'ils faisaient. Quand ils changent, ils changent. Et Peter, vous mentionnez l'Angleterre. Est-ce que les Anglais ont une constitution? Non. Ils n'ont pas de constitution. Ce sont des traditions. Ils vivent comment? Et le pouvoir là-bas, c'est comment? Les Anglais n'ont pas de constitution. Oh, non. Ils vivent des traditions. Des traditions. Mais écoutez,
lorsque ils vivent de tradition, ce qui fait que l'individu anglais est défini d'une manière très précise. C'est un peu aussi comme l'américain. C'est ainsi que lorsque même un étranger acquiert la nationalité de ces pays-là, la plupart des pays anglo-saxons, mais vous êtes réellement, vous êtes binational, c'est-à-dire que vous adoptez réellement les principes et les coutumes de ce pays-là, et vous y êtes soumis. Hein, et vous y êtes soumis. Vous savez, nous avons... Vous n'êtes pas défini, par... Nous avons un Congolais qui a conçu et fabrique ces appareils. Mon grand frère, le professeur Jean Bellé. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ça s'appelle encore... Okapi. Okapi. Mais en quoi est-ce qu'il faut changer la Constitution pour que nous prenions nos responsabilités et le soutenir pour que finalement ces Okapi-là soient fabriqués ici et que les Congolais non seulement l'achètent mais privilégient ça par rapport au Samsung, au iPhone et tout ça. C'est ça qui fait la force, que ce soit de l'Inde, que ce soit des Chinois. Ils fabriquent et privilégient leur fabrication. Je crois que nous devons prendre, vous savez, il y va de notre avenir, et de l'avenir de notre pays, que nous le voulions ou non. Si nous ne revenons pas à ce qui a fait de nos ancêtres et qui a fait de ce pays un pays et qui a fait de nous des citoyens d'un pays, eh bien, nous perdrons et le pays et la citoyenneté. Non, en quoi est-ce que la constitution que nous avons maintenant empêche nos dirigeants de bien empêcher la corruption? En quoi est-ce que cette constitution empêche nos dirigeants de pouvoir prendre des décisions pour changer la vie du Congolais, pour bien payer les militaires, pour bien payer les enseignants, pour bien payer les fonctionnaires, pour réduire les trains de vie des institutions, mais privilégier le plus grand nombre? En quoi est-ce que cette constitution a du mal à agir de la sorte? Bon, pour Albert Moleka, c'est dangereux. Oui, je pense que... Bon, positivons la chose. Et pour répondre directement à votre question, à quoi la Constitution empêcherait quoi que ce soit? Non. On dit qu'il faut accueillir le monde aujourd'hui, sans oublier qu'il sera bientôt le monde d'hier, et respecter le monde d'hier parce qu'il a représenté à son temps toutes les possibilités humaines. Aujourd'hui que nous n'avons pas disparu et que nous avons une Constitution, c'est très clair que cette Constitution peut nous aider à faire des choses. Et je réponds tout de suite à votre question pour dire cette Constitution peut nous aider à pouvoir relever le défi. Mais croyez-moi, ce n'est pas tous les défis. Il faut savoir faire des adaptations. Et les faire, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Je voudrais insister essentiellement sur la question de mandat, parce que je vous ai fait une démonstration. Okay. Albert, j'ai fait 6 mois à Jakarta pour apprendre comment on peut lutter contre la corruption dans un pays en situation de détresse. Aucune personne, même pas une loi, peut arrêter la corruption. C'est un travail de tout le monde. Il faut qu'on joue collectif. Il faut qu'on se répartisse le rôle et que chacun puisse jouer véritablement sa partition. Et c'est cet arrangement institutionnel, ce mode de gouvernance qu'il faut générer. Si ce mode peut être inoculé pas dans des lois de la République, ça n'empêcherait personne de dormir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais la question de mandat. C'est une question qui appelle plusieurs autres questions. Le mandat de 5 ans. Moi, comme panafricaniste... Aux États-Unis, c'est 4 ans. Hein? C'est 4 ans. Okay. Mais il ne faut pas comparer les incomparables. Les États-Unis, Albert qui a vécu pendant longtemps, j'y étais aussi pour un temps relativement court que celui d'Albert,
ils sont suffisamment avancés. Ils sont indépendants depuis 1796, quelque chose comme ça. Oui. Et la plupart étaient ici de l'ancienne Europe et compagnie, etc. Et ça fait des siècles qu'ils sont en train véritablement de travailler pour construire leur pays, et pour faire des adaptations. Une étude qui a été faite montre, il y a 200 ans, la constitution américaine n'a jamais été changée. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a eu un travail réel, un travail en profondeur qui a été fait comme pour ressortir un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, la situation ne s'est pas désagrégée. Mais regardez chez nous, mon cher Peter, on dit non, les droits gréco-romains, les Français, c'est 5 ans. Encore que bon, il n'y a pas longtemps, c'était avec Lionel Jospin qu'on a proposé des modifications de la Constitution, c'était 7. Jacques Chirac, Mitterrand, il a fait 14 ans. 14 ans. Et c'est avec Chirac et Jospin, on a dit non, Jospin a proposé qu'il faut 5 ans à la place de 7 ans. Mais lorsque vous regardez la situation de la France, j'ai dit ici, on est à 75 millions de personnes. Nous avons 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Nous avons plus de 350 milliards de dollars du budget. Mais on regarde les différentes réalisations, on se rend compte finalement que, en termes de réalisation, la France a beaucoup travaillé au-delà de 65% de ses problèmes. Et il n'y a pas longtemps, c'était 7 ans, renouvelable une fois. Le Congo-Kinshasa, tous les problèmes, que ce soit le logement, problème, que ce soit la route, problème, les ponts, problème, la sécurité, problème, l'éducation, problème, la santé, problème, tout est problème. Et pour résoudre le problème, quand vous arrivez au pouvoir, il faut être en mesure de comprendre, faire la photographie de la situation sectorielle. Et quand vous voulez faire cet état de lieu, secteur par secteur, vous pouvez aller au-delà de 5 ans. Et que vous n'avez pas encore terminé même cet état de lieu. Alors maintenant, on dit 5 ans. On dit 5 ans, pourquoi? Simplement parce que c'est une constitution inspirée du droit gréco-romain. Alors maintenant, parce qu'inspirée du droit gréco-romain, bon, faisons comme la France, 5 ans. Mais vous oubliez que la France a résolu un certain nombre de problèmes. La France a résolu un certain nombre de problèmes. Et que bon, la France peut donner 5 ans à un dirigeant. Les États-Unis donnent 4 ans à un dirigeant renouvelable une fois, parce que la plupart des problèmes sont résolus. Mais lorsqu'il s'agit de nous, s'il vous plaît, Peter, vous faites combien de temps pour terminer véritablement la photographie de la France? C'est parce que la France a déjà résolu un certain nombre de problèmes qu'il a mis 5 ans. Qu'il a mis 5 ans. Okay. Qu'il a mis 5 ans. Alors nous ici, tous les problèmes. Regardez, on est en train de parler des fonctionnaires. On est en train de parler de la corruption. Il faut tenter une nouvelle gouvernance. Un arrangement institutionnel qui lutte contre la corruption de manière plus efficace et efficiente. On n'en a même pas. Il faut construire ça. Et lorsque dit non, il faut quel est le mécanisme que nous pouvons utiliser pour générer des technologies qui nous permettent d'exploiter et de transformer nos ressources naturelles. On n'en a même pas. Regardez la vocation de nos universités. Aucune volonté de puissance. Tout ça, il faut construire. Et pour construire après combien de temps? Oui, donc c'est de tout ça qui pousse véritablement à une bonne réflexion pour dire c'est combien de temps. J'ai entendu le professeur Dayouel a fait proposer 9 ans. Moi j'ai dit écoutez, cette question en termes de chiffres ne se propose pas de manière subjective. Ça c'est le professeur Dayouel. Oui, bien entendu. L'historien Dayouel congolais. Bien entendu. Moi j'ai dit non, il faut y réfléchir. Et pour réfléchir, il faut faire intervenir l'intelligentsia congolaise, les partis politiques, parce que c'est eux qui doivent concourir aux élections. Il faut faire intervenir l'élite, j'appelle l'élite intellectuelle, l'élite politique, l'élite économique,
les différentes institutions de la République, la société civile, tous les corps intermédiaires représentés, et on organise une grande rencontre pour dire, au regard de la photo de notre pays, les 5 ans ne peuvent pas permettre, naturellement, que nous puissions nous en sortir. Nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Et on réfléchit, secteur par secteur. Et on se dit, par rapport à ça, le timing qu'il faut véritablement pour améliorer le secteur de la santé, pour jouir véritablement de la souveraineté, il faut autant d'années. Le secteur de l'éducation, autant d'années. Alors, si nous faisons une moyenne, par exemple, de 10 ans, de 14 ans, de 2 ans, etc., à ce moment-là, nous serons objectifs. Mais on fait quoi en ce moment de la continuité de l'État? Parce que tu as 2 mandats, après quelqu'un va venir continuer. Non. Est-ce qu'il faudrait seulement... Là, c'est comme si on centralise la gestion par une seule personne. Non, écoutez. Ça veut dire que sans toi, rien ne peut changer. Pour la notion de continuité de l'État. Non. Il y a des choses qu'il faut nuancer. La chose en termes de réflexion autour des réformes qu'il faut apporter dans le pays et le mandat qui est régi par l'ancien système. Ok. Il y a l'ancien système, il est là, et qui a défini véritablement le rôle de tout un chacun, et qui doit être respecté. Okay. Et il y a aussi les réformes qu'il faut véritablement adopter. Et ces réformes vont permettre, ce n'est pas celui qui vient, qui est opérationnel, parce qu'on ne change pas les règles déjà pendant le jeu. D'accord. Tu vois? Et donc, on a au moins un agenda stratégique qui permet de nous donner des propositions qu'on peut articuler dans la Constitution. Là où le problème se pose, c'est que si à un moment donné, on change, et on change comme on a vu en 2011, scrutin, à 2 tours, devient 1 tour. Ça devient immoral. Et c'est pas responsable. Mais quand on dit, écoutez, on n'a pas de l'argent, on n'a pas ceci, etc., est-ce qu'il n'y a pas moyen? Et il y a un consensus autour de ça. À ce moment-là, on peut pouvoir. C'est lui qui devient chef de l'État, prend l'engagement. Il dit, je me réfère par rapport à tel colloque qui a été organisé, voilà, je vous propose. Et ça va se faire pour un autre mandat. C'est très important et ça va permettre véritablement qu'on avance. Parce que, croyez-moi, le Congo, c'est 100 fois plus que le Rwanda. Le Congo, c'est 80 fois plus que la Belgique. C'est 2000 fois plus que la République Sao Tomé-Principe. Donc, si on voudrait donner à quelques institutions, encore que quand vous regardez au niveau subalterne, il n'y a pas d'animation. Il n'y a pas d'animation. Les gens croisent les bras, entendent l'argent, etc. Et donc, si à différents niveaux d'atterrissage, on leur donne, on détermine les missions, encore que bon, les gouverneurs de province, les maires de ville, etc., ne soient pas des hommes choisis simplement parce qu'il a si bien chanté ou dansé, mais qu'il y ait des hommes qui ont la vocation, qui ont la foi de pouvoir transformer la République. Et ça, ce sont des challenges, je vous assure. Mais si on ne fait pas ça, on fait disparaître la société, et c'est pas bon, et nous endosserons la responsabilité devant l'histoire et les générations futures. Albert Monica. Je crois que Norbert a apporté les précisions qui s'imposaient. C'est-à-dire, pour résumer, réforme, oui, une société a toujours besoin de réformes, et surtout notre pays actuellement a besoin de beaucoup de réformes, dont certaines pourraient contribuer à la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption. Mais la révision ou le changement de la Constitution dont certains parlent et qui servirait simplement un but politique de perpétuer un régime, ça c'est un danger que j'estime que nous devrions absolument éviter, parce que ça ne nous apporterait rien. Et comme tu as très justement observé, Peter, il y a la continuité de l'État, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez ou vous servez votre pays, vous devez toujours garder et dans votre cœur et dans votre esprit que quelqu'un d'autre doit vous remplacer et que quelqu'un d'autre peut faire même mieux ou plus que vous. Ça ne doit pas, vous ne devez pas avoir de problème avec cette réalité, parce que ça vous enferme alors dans une prison où vous estimez que vous devez rester ad vitam aeternam au pouvoir, et pour ça, chipoter la Constitution à gauche et à droite. Et en Afrique, on trouve facilement des intellectuels prêts
à se prêter à ce genre de scénarii et de comédies. C'est ça que nous devons éviter. Nous devons prôner des réformes qui, effectivement, peuvent aider nos administrations, nos institutions à mieux affronter les défis auxquels notre société, notre pays est confronté. Mais cela peut très bien se faire sans chipoter à la Constitution. D'accord, nous sommes en train de chuter. Et le Premier ministre, on n'a pas parlé du Premier Tout à fait, c'est là que c'est ce que je voulais dire. Ah, on va chuter là. On chute par ça par rapport au profil. Mais question directe fermée. Pour ou contre la peine de mort rétablie, abolie, rétablie? Moi, je suis contre la peine de mort, de toute façon. Je suis contre la peine de mort. Ça vient d'être rétabli. Hein? Donc, voilà. Oui. Moindre zigzag. L'intimidation. C'est rétabli où? De poussière avec une note du ministre de la Justice. Et que la levée du moratoire. La levée du moratoire sur la peine de mort. Bon, c'est une question de contexte. Certainement que lorsqu'on est humaniste, on souhaiterait véritablement qu'on puisse abolir la peine de mort. Mais lorsque vous êtes à un moment à une période de la vie où les gens n'ont pas conscience des responsabilités, les gens ne savent pas où nous allons, et avec les motivations qu'il faut véritablement accompagner, très bien. Et il est tout à fait normal qu'on puisse prendre des mesures transitoires pour faire peur, pour dissuader les irresponsables. Mais, tout compte fait, au finish, il va falloir que, bon, on ne peut pas faire perdre la vie d'un homme, il faut que les corriger. Et les corriger, ce n'est pas à les tuer, etc. Donc, moi, je pense que pour le moment, la détresse est tellement profonde qu'il faut dissuader, mais à un moment donné, lorsqu'on aura rétabli un certain nombre de choses, pourquoi nous insistons en fait pour tout ce que nous sommes en train de faire comme débat là? C'est parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'est pas très opérationnel pendant les 60 ans d'indépendance compagnie. Il faut donc, lorsqu'on aura recadré la chose, lorsqu'on aura réinvesti notre spiritualité authentique, qui va devenir véritablement un cadre de dissuasion des uns et des autres, qui n'a pas posé des actes contrôlés, on remet, on enlève cette mesure. Profil du Premier ministre, des candidats gouverneurs, quel profil, quel portrait que vous donnerez? La configuration de notre pays, en termes des réformes qui ont été apportées par l'article 3 de notre Constitution, qui reconnaît la décentralisation comme mode de gestion de notre territoire, donne 3 niveaux de gouvernance. Il y a les niveaux central, les niveaux provincial et les niveaux local. Local, ce sont les villes, les communes, le secteur aux chefferies. Mais il y a 2 pouvoirs, le pouvoir central et le pouvoir provincial. Il y a des compétences réparties. 39 compétences au niveau central, 29 compétences exclusives au niveau provincial, 11 compétences partagées. Donc, ces compétences-là doivent être rendues opérationnelles. Et pour les rendre opérationnels, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui croient, qui ont maîtrisé, qui ont une expérience cumulée, qui ont un engagement, qui ont une détermination de changer le pays, qui ont le sens du ridicule et qui veulent véritablement voir notre pays remonter. Donc, profil du Premier ministre, c'est un animateur principal. L'homme qui a une vision polyvalente. Quelqu'un dirait que l'homme qui est spécialiste de la non-spécialisation. C'est-à-dire qui sait toucher à tout. Et qui sait donner des orientations à n'importe quel secteur de la République. Et qui a la capacité des contacts. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ont la connaissance mais ne savent pas gérer leurs collaborateurs. Et la gestion humaine est une compétence managériale. Il faut un Premier ministre qui travaille du jour au lendemain, qui travaille jour et nuit, qui n'a pas le besoin du sommeil, même s'il faut vous en sommeiller, ça c'est évident, mais qui se remet en question à tout moment, qui se met en position de doute, mais qui sait écouter les gens, qui sait avoir le sens de l'écoute, qui sait dire que dans mon pays, il y a une banque de données. Écoutez, par rapport à tel secteur, je peux faire appel à telle personne pour venir me donner de conseils.
Je peux faire appel. Je peux organiser un focus group. Je peux faire une équipe qui peut discuter, etc. Et qui s'est donné aussi le travail. Qui s'est donné le travail à ses collaborateurs. Parce qu'en réalité, dans certains endroits, vous trouvez, on a des collaborateurs, on a conseillé tel, mais on n'a jamais fait le point avec aucun conseiller. C'était un problème. Et donc, on a besoin d'un Premier ministre, sincèrement, qui sait exiger une feuille, ce qu'on appelle la lettre de mission. La lettre de mission, ça veut dire chaque ministère doit avoir une feuille de route. Dans un timing bien déterminé, avec un budget correspondant. Et le Premier ministre qui s'est posé la question, parce qu'il y a même un logiciel aujourd'hui qui est très opérationnel pour déterminer les différentes actions à mener, mois par mois, et combien d'argent coûterait par mois, et à la fin de l'exercice, ça coûterait combien. Et il faut qu'il y ait un Premier ministre qui a son tableau, sa matrice, qui sait contrôler qu'au premier mois, il aurait réalisé telle ou telle action, et pourtant il a prévu autant. Et qui exige naturellement qu'on puisse lui faire un rapport. On ne peut pas avoir un Premier ministre qui n'attend que le Conseil des ministres, etc. Il faut qu'il soit à mesure de pouvoir travailler dans le sens de bien contrôler ces gens. Mais aussi, les conseillers à la présidence sont très utiles. Parce qu'en réalité, l'exécutif est bicéphale. Le président dirige le Conseil des ministres. Et le président a besoin de ses conseillers sectoriels, qu'on appelle les conseillers principaux. Pas de conseillers qui font obstruction à l'action du gouvernement, qui se comportent comme des... Non, nous sommes là en train de réfléchir, je sais qu'Albert va parler, nous sommes en train de réfléchir pour que les choses changent. Okay. Ça veut dire déjà, quand je suis conseiller à l'enseignement, primaire et secondaire, je dois être en mesure de connaître quels sont les objectifs entendus par rapport au quinquennat, quelles sont les actions qui ont été réalisées au regard de la feuille de route qui a été présentée, et à quel niveau les actions ont été réalisées, qu'est-ce qu'il reste à faire, et les soldes, on a justifié comment, etc. Et il ramène au niveau de la présidence pour expliquer au président que voilà, de telle sorte que pendant le Conseil des ministres, le président soit en mesure d'interroger, dit, au niveau de l'enseignement, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous avez prévu ceci. Qu'est-ce qui explique que? Et on en fait un débat, on dégage un consensus et on va l'avenir avec prospérité. Ça, il faut un Premier ministre qui sait véritablement faire ses suivis, monitoring, etc. Mais la compétence technique ne suffit pas. Il faut une compétence morale. Une compétence morale, parce que c'est la morale qui a tué pratiquement tout. Et donc, s'il combine la compétence technique, la compétence politique, la compétence humaine et la compétence morale, on aura fait un bon bondissement. Albert Moleka. Je crois que Norbert a été encore une fois assez exhaustif sur les critères de compétence. Moi, je vais plutôt brièvement, simplement m'attacher à ce qui est nécessaire d'une manière pratique. Il faut que le Premier ministre puisse soit capable de bien travailler pour le chef de l'État, pour ne pas dire avec, mais pour le chef de l'État. Comme l'UDPS est le parti ayant obtenu le plus de députés au niveau de la majorité parlementaire, et l'UDPS revendique ce poste de Premier ministre, il faudrait voir au niveau des hauts cadres de l'UDPS, ceux qui répondent aux critères, bien sûr, de d'abord être un véritable UDPSien, si je puis dire, être quelqu'un qui a quand même une expérience aussi, si possible une expérience du chef de l'État, ayant pratiqué lui-même le chef de l'État, sachant comment le chef de l'État fonctionne, puisque la tâche du Premier ministre est toujours un peu délicate. D'un côté, vous avez la Constitution qui donne des véritables pouvoirs au gouvernement que ce Premier ministre dirige, et de l'autre côté, vous avez le président de la République qui, bien que n'ayant pas constitutionnellement certaines prérogatives, mais les assume Notre exécutif est bicéphale. De fait, oui. Et donc, ce Premier ministre devrait être quelqu'un qui puisse jouir de la confiance du chef de l'État, de la confiance bien sûr de l'UDPS, de la confiance aussi en tant qu'Africain de la famille du chef de l'État,
que ce soit une personne qui ne soit pas entachée d'un passé un peu savoureux en termes d'affaires, de détournements, des choses comme ça, qu'il soit un peu vierge, si je puis dire, par rapport à ce genre d'affaires, que ce soit quelqu'un qui connaisse bien les lois, qui sache bien les interpréter et qui soit très ouvert par rapport au contact à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il puisse aussi être une personne qu'on peut facilement approcher et toujours pour le bien de la politique à conduire et pour le bien de son chef, donc du chef de l'État, une personne qui ait une ouverture d'esprit et qui soit jeune. Si on pouvait trouver une bonne militante historique dans l'UDPS, ça serait l'idéal. Vous parlez d'une dame là. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Parmi les messieurs, j'ai ma petite idée. Parmi les dames, je cherche encore. Parmi les messieurs, si on vous demandait de donner 3 noms, vous donnerez? Non, moi je donnerais un seul nom. Lequel? Mais je ne peux pas le donner ici, ça risquerait de nous froisser. Ça peut aussi être Norbert Yamba-Yamba, on ne sait jamais. Moi, je connais. Alors, moi, je crois, lui, à partir du moment où les histoires des élections ont été publiées en vidéo, je crois que malheureusement, vous savez, bon, je ne vais pas dire ici qui est Norbert Yamba-Yamba. Ce qu'il est, pour moi, personnellement, bon, je le garde pour moi, mais quand même, vous savez, moi, j'estime toutes les personnes que j'ai vues travailler avec Étienne Tshisekedi dans le sens qu'ils ont apporté quelque chose à Étienne Tshisekedi. Beaucoup de gens ont reçu d'Étienne Tshisekedi, Bazuma Loupé, Mbaye Naye, tout ça, mais il y a peu de gens qui ont apporté, soit intellectuellement, soit matériellement, à Étienne Tshisekedi, mais j'ai été très, très honoré de compter Norbert dans mon cabinet. Je crois que c'est un des intellectuels dont la République devrait non seulement être fière, mais devrait en profiter. Merci. Donc, si j'avais l'impérium, je sais ce que je ferais de Norbert. Bon, moi aussi, je ferai un bon Premier ministre, Monsieur le Président. On a fini, peut-être un mot. Hein. On m'a fait un message, comme me faisait signe à la régie. Un mot Jeannette Kabila convoquée par les renseignements militaires aujourd'hui. Oui, j'ai appris qu'elle y a... La Fondation Musée de Rwanda Kabila a été perquisitionnée ce jeudi par les militaires. Oui, je crois que l'armée a besoin de la Jeep qui transportait la dépouille du feu Musée Laurent Désiré Kabila. Je ne sais pas si on va envoyer cette Jeep au front ou quoi. Si l'armée l'a eu. Elle est partie avec. C'est malheureux. Je souhaite bon courage. Je pense que c'est toujours bon courage à ceux qui sont convoqués. Jeannette Kabila devrait répondre aujourd'hui. Non, moi je voudrais simplement apaiser nos compatriotes de l'UDPS qui sont parsemés à travers le pays et surtout les Kassaïens qui n'ont ménagé aucun effort pour se battre au front. Les Kassaïens qui sont fâchés au Katanga. Et donc, les immigrés. Et donc, ils doivent s'apaiser. Mais moi, j'ai participé au meeting et j'ai écouté attentivement le secrétaire général Kabouya, qui de bonne foi n'avait pas intention d'humilier ni de remettre en question la dynamique kassaïenne dans les provinces. Mais il voulait simplement limiter certaines velléités parce que surtout le Katanga, c'est une province assez sensible, stratégique, compagnie, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que le statut même de l'UDPS
où les lois de la République prônent ce qu'on appelle la résidence. La résidence et non être autochtone. Alors quand on a une résidence, et ça doit être cultivé, domestiqué par tous les Congolais, partout où on est, il va falloir que l'on comprenne que ceux qui vivent, peu importe les provinces, ont aussi droit de citer dans la gestion de la République. Oui, non, moi, mon père vient du village. En fait, les Kinois, c'est des villageois et des enfants des anciens villageois. Maintenant, moi, mon père vient du village. Mais moi, je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, tout à Kinshasa. Je ne connais rien de mon village ni de la province de mon père. Je dois participer à la gestion de Kin. Si quelqu'un me dit, bon, vous étiez venus, vos parents étaient venus, ça va quand même me choquer. Moi, je suis Kinois. Et je ne vois pas quelqu'un venir me dire que je ne le suis pas. Je ne suis pas de père et de mère Kinois. Mon père était de quelque part et est venu. Ma mère était de... En fait, à Kinshasa, nous sommes tous venus de quelque part. Parce que c'est les Bateke ici, c'est Baoum, quelque chose comme ça. Il y a des questions très sensibles. Mais non, Yusoli, ma belle, il y a des questions. Voilà, moi la lemba, moi la monga fula, moi la bandal, moi la Cambodge, moi la matongue, rankin à l'époque. Si quoi yo, nous te mourons à celui où puis yo zakinote. Non, non. Donc, là, soyez mine. Non. En fait, je crois que il y a, même quand on se trouve, par exemple, à Kinshasa, il y a des ressortissants, par exemple, de tels, et ressortissants de ceci, et cela, etc. Mais c'est le tout qui fait l'esthétique, n'est-ce pas, des gens qui cohabitent à Kinshasa. Bon, croyez-moi, nous devons aller dans la direction de privilégier la notion de résidence que la notion d'autochtone. Et c'est là dans toutes les provinces. Mais aujourd'hui, c'est encore une douleur d'enfantement. Lorsque vous vous trouvez, n'est-ce pas, dans telle ou telle province, on va vous dire, il y a des Bakuyakuya, il y a. Alors lorsque les Bakuyakuya renflent tout, on va vous dire... Bakuyakuya, terme qui nous... Je suis ici, dans le Congo central. On m'appelle, on dit non, voilà, les députés là, les 2 tiers, ce sont des Kassaïens. Et le secrétaire général de Kabouya, qui est secrétaire général du parti, qui est aussi Kassaïen, etc., ne peut que conseiller ses frères. Il ne faut pas le percevoir dans le mauvais sens, en disant que oui, il faut avoir un comportement... Heureusement que ça venait de Kabouya, si ça sortait de la bouche de quelqu'un d'autre, ça aurait été considéré comme un faux bouille. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen de comprendre la préoccupation du secrétaire général, qui est celle de construire les équilibres entre les différents combattants, et surtout qu'on ne puisse pas trop bousculer pour éviter naturellement un rejet presque collectif de ce qui représente la valeur intrinsèque de notre parti. Très bien, merci beaucoup. Je pense que peut-être le cadre n'était pas approprié. C'est ça. ça. Dans le sens que l'UDPS, c'est un parti, c'est un fait privé. Or, le thème qui était abordé, c'est un fait social. Kabouya. Qui aurait pu être abordé dans un autre cadre plutôt que dans le cadre d'un événement du parti. Parce que l'UDPS n'est pas un parti de Kassaïens, quand même. Vous n'êtes pas Kassaïen. Ce n'était pas, à notre époque, ce n'était pas un parti de Kassaïens. Quand nous votions Tshisekedi en 2011, nous ne votions pas un Kassaïen. Excusez-moi de dire mon vote. Mais j'ai voté Tshisekedi en 2011 et j'ai été fier de le voter. Si on reprenait la vie, je voterais encore Étienne Tshisekedi. J'étais d'ailleurs fier d'avoir milité comme journaliste à ses côtés pour l'avènement d'un état de droit. Et je resterai fier parce que c'est des bons moments. Il a fortifié ce combat. Il nous a donné un esprit d'engagement qui fait qu'il y a des fois, quand tu es attaqué, quand tu te mets dans un état second, tu penses à Tshisekedi, vanité de vanité, là, tu te dis, bafwa, shalabashalakun, fayakun. Merci à vous d'avoir été de notre aujourd'hui. On va se retrouver vendredi prochain, comme d'habitude, pour... je crois que on va voir si on va poursuivre le dossier Constitution, où je vous emmènerai un nouveau sujet. Il faut aussi dire du côté de Sénégal, on va jeter un coup d'œil avec la libération de Ousmane Sonko, qui était l'opposant, qui était emprisonné. Bon,
On doit aussi parler du Burkina Faso depuis un certain temps parce que le capitaine Traoré ne cesse de me faire du bien. Tous nos compatriotes du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire qui nous suivaient, nous écrivaient, je suis très fier de vos appels et de vos messages. Je suis fier de Traoré. Je le dis publiquement sur Twitter. Il me suit, je le suis, je retweete tout ce qu'il fait. Je suis très fier de ce président du Burkina Faso. C'est un avis personnel, mais j'ai l'impression que c'est la réincarnation de Thomas Sankara vivant. Ouais. Je le crois. Thomas est mort en octobre 87 et Ibrahim est né en octobre 88. Et moi, spiritualiste, je pense que c'est une réincarnation. Ben voilà. Les esprits se rencontrent. Non, on sent que c'est un esprit. On sent pas. Non, il y a un esprit. Il y a des gens, quand ils vous parlent, vous sentez qu'il y a un esprit dedans. Il y a un esprit qui guide. Parce que ce corps, il est passager, il est limité dans les temps. Mais l'esprit, bon, les initiés comprennent. Allez, merci. On va enterrer le feu chérubin Kende ce 20, confirmé, le 20 mars, mercredi, au cinquantenaire. Allez, donc je crois que, sauf changement de dernière minute, ce sera le cas. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Vous avez suivi à Kinshasa, à Brazzaville, aux environs. Merci à l'équipe technique, toujours à votre service. Continuez de nous envoyer des suggestions, de remarques et même des propositions. Des gens veulent participer dans cette émission. Nous allons créer un autre cadre de débat pour la nation. Un autre jour, nous sommes en train de confectionner une autre équipe. On ne saura pas mettre tout le monde sur cette même table. Le vendredi est réservé pour 4 personnes. Nous avons parlé avec la direction de production. Nous allons créer entre mardi ou jeudi un autre cadre avec 4 invités, dont d'ailleurs Jean Goubal, qui sera de la partie. Et bien voilà, ce sera pour réfléchir toujours. Willy Kalenga sera de la partie, Jean Goubal aussi sera de la partie. Je vous informe déjà, c'est le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. J'aurais bien voulu. Ces 2 personnes, le pasteur Jean-Baptiste Soumbela et Thomas Douaka. C'est les 2 personnes que je suis en train de chercher ardemment. Dites-leur que leur jour leur attend. Le pasteur Jean-Baptiste sera bientôt de retour. Il sera de retour. Oui, hein. Ce sera avec plaisir pour que nous ayons... Moi, je veux vraiment que de lundi à vendredi, quand vous suivez, que vous ayez l'impression que c'est toujours vendredi. Parce que vendredi, quand l'émission ne commence pas, c'est des demandes. J'aimerais que ça commence lundi jusqu'à comme ça. C'est possible. On va même aller jusqu'au dimanche. On va être à votre service. Perfect Télévision déjà de retour. On ne va pas nous couper. Si on nous coupe, nous appelons le président de la République qui va intervenir. C'est des gens qui sont en bas là. Donc, M. Albert Monica a l'habitude de dire on va bien parler pour qu'on ne soit pas coupé. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes quand même battus pour le DPS, non? Quand même. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. À vendredi prochain. Merci.